On va commencer. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier et 6e webinaire du premier cycle des rendez-vous de l'incubateur du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Cette série de rendez-vous est proposée par l'Europe des projets architecturaux et urbains qui opère le programme Engagé pour la qualité du logement de demain et la Banque des territoires. Donc, vous le savez, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain rassemble 97 projets lauréats depuis 2022 et qui portent tous des ambitions en matière de qualité d'usage dans le logement en conciliant les impératifs de sobriété écologique, d'excellence architecturale, urbaine et patrimoniale. 20 d'entre eux ont été sélectionnés pour être spécifiquement accompagnés dans le cadre de l'incubateur du programme afin de lever les freins et les blocages à la conception et à la production de logements abordables et de qualité en cherchant des solutions juridiques, techniques et opérationnelles dans un objectif de réplicabilité de démarches innovantes. Donc, ce premier cycle de rendez-vous vous proposait donc de présenter les 6 premières conclusions thématiques issues des travaux de l'incubateur du programme. Nous avons déjà parlé de plusieurs sujets et notamment nous avons déjà parlé d'habitat participatif, mais plus particulièrement de coopérative lors du 4e rendez-vous. Et on s'attache aujourd'hui à traiter toujours le sujet de l'habitat participatif, mais dans le cadre de projets d'investissement locatif. Et donc, pour aborder ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Maud Ondet et Justine Cause de Villeneuve et Julien Mauzet de la LCI Belco, maître d'ouvrage du projet de réhabilitation de la minoterie Anna Varinx, dont il nous parlera dans un instant. Donc, avant de leur laisser la parole, petites informations pratiques pour le déroulé de ce webinaire. On va commencer par un petit quiz pour tester nos connaissances. Je laisserai la parole à nos intervenantes et intervenants. Et on aura ensuite un temps de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans le chat et je les rassemblerai à la fin de leurs interventions. Et donc maintenant, place au quiz. Je vous laisse prendre le lien dans le chat, qui y est déjà 2 fois. Et vous avez juste de cliquer sur ce lien pour pouvoir commencer à jouer. Et Léo, tu peux lancer la première question, s'il te plaît. Alors, quel est le principal objectif des projets de réhabilitation du patrimoine pour des logements locatifs mixtes et participatifs? Vous avez plusieurs réponses possibles. La première, maximiser les profits financiers. La deuxième, préserver le patrimoine local. La troisième, conjuguer l'intérêt particulier et collectif. Et la quatrième, augmenter la densité urbaine. Alors, on a deux réponses qui prédominent, préserver le patrimoine local et conjuguer l'intérêt particulier et collectif. Alors, quelles sont les bonnes réponses? Eh bien, c'était bien ça. Bravo. Question suivante. Quelle est la principale distinction entre un projet d'investissement locatif participatif et un projet d'habitat participatif? Réponse 1. Donc, vous avez plusieurs réponses possibles également. Un projet d'habitat participatif est géré par des citoyens via une structure coopérative. Un projet d'habitat participatif est mené par un investisseur tiers. Un projet d'investissement locatif participatif est géré par des citoyens via une structure coopérative. Ou un projet d'investissement locatif participatif est mené par un investisseur tiers et l'organisation participative se met en place principalement en phase d'exploitation. À vous. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas réussi à se connecter, vous pouvez répondre dans le chat ou répondre dans votre tête. L'intérêt, c'est de participer. Alors, on a une réponse qui prédomine, touche avec la 4 et la 1. Donc, un projet d'investissement locatif participatif est mené par un investisseur tiers et l'organisation participative se met en place principalement en phase d'exploitation. Et un projet d'habitat participatif est géré par des citoyens via une structure coopérative. Ce sont les 2 bonnes définitions, Léo. Eh oui, c'est ça. On laissera ensuite Maud pouvoir nous en dire un petit peu plus.
Nous avons une troisième question. Quel type d'espaces communs résidentiels peuvent être inclus dans un projet de vie d'un habitat participatif? Alors, pour jouer, il vous suffit d'écrire des mots et vous pouvez en écrire plusieurs dans la barre qui est indiquée. Bon, manifestement, la buanderie est un espace commun plébiscité, mais aussi salle commune, chambre, potager, cuisine, jardin, vélo, coworking. Ok, salle de sport. Merci. On va retenir ces éléments-là. Et passer à la dernière question qui est: quel est le ratio d'espace commun résidentiel au-delà duquel les équilibres d'opération deviennent très contraints dans le cas d'un projet d'investissement locatif comme nous allons le détailler aujourd'hui? Donc, vous avez 4 solutions possibles: 10%, 20%, 30% ou 40%. Donc il y a la moitié qui propose 50%. Personne n'estime que 40% est encore un seuil acceptable. Est-ce que cette raison est valable? Voilà, tout à fait, 30%. Et donc, du coup, pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin, là, c'était pour vous mettre un petit peu en appétit. Je passe la parole à Maud Ondé qui va justement nous éclairer sur ces sujets de montage dans le cadre d'un projet d'investissement locatif en habitat participatif. Maud? Oui, merci. Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses. On avait des très bonnes, des très bons élèves aujourd'hui parce que les réponses étaient toutes bonnes. Sur le sujet, juste en 2 mots, des intérêts, enfin des enjeux et des objectifs d'un projet d'habitat participatif en réhabilitation. On peut avoir différents objectifs poursuivis. Quand on a, par exemple, des leviers sur la défiscalisation, on peut avoir plutôt un profil de porteur de projet qui cherche la maximisation du profit. Après, on peut avoir des porteurs de projets comme, vous le verrez, le projet de la minoterie de Navarinx, avec plutôt une vocation sociale. Et là encore, c'est des projets qui vont poursuivre plutôt des objectifs de concilier intérêts collectifs avec la production de logements sociaux, la réhabilitation du patrimoine, mais aussi des intérêts particuliers, les intérêts des investisseurs qui doivent quand même retrouver un équilibre, et les intérêts des habitants locataires dans le futur. Sur le sujet de la principale différence entre un projet d'investissement locatif participatif et un projet d'habitat participatif, on l'a vu via les réponses, c'est surtout le statut des futurs habitants qui joue dans la définition du montage. Un projet d'habitat participatif, c'est c'est régi par le Code de la construction et de l'habitat et la loi Allure. C'est vraiment un projet dans lequel les habitants sont à la fois concepteurs, financeurs, gestionnaires de leur propre résidence qu'ils occupent à titre de résidence principale et dont ils sont indirectement propriétaire via une coopérative. Donc voilà, on verra un peu toutes ces définitions dans le cadre de cette présentation. Ici, on va aborder le projet d'un habitat locatif mixte, c'est-à-dire qui inclut du logement social et participatif, c'est-à-dire qui permettent aux résidents de participer à la vie du lieu et de gérer leur cadre de vie. Donc les principaux enjeux que rencontre un tel projet sont déjà comment rendre l'habitat locatif, en particulier social, compatible avec un mode de vie partagé, participatif, c'est-à-dire où chacun reprend la main sur la gestion de son cadre de vie, l'aménagement de certains espaces, notamment les espaces partagés. Donc là, c'est un peu la question de l'empowerment du locataire, on pourrait dire.
Le deuxième enjeu, c'est comment conjuguer les intérêts particuliers des investisseurs et des locataires et les intérêts collectifs du projet, à la fois via la production de logements sociaux, mais aussi pour la revitalisation du territoire dans lequel s'inscrit le projet, en particulier dans les projets dans les territoires dits détendus. Enfin, en troisième et quatrième enjeu, c'est comment produire du logement locatif abordable, social ou libre, mais qui reste abordable pour les ménages, qui soit compatible avec des innovations en matière d'habiter, de nouveaux modes d'habiter, mais aussi en matière de qualité constructive renforcée, tout en garantissant un projet qui soit économiquement viable, à la fois en investissement et en exploitation, qui génère pas des charges trop importantes pour les ménages et qui permettent un cadre de vie amélioré. Donc, pour répondre à ces deux enjeux, nous, dans le cadre de notre accompagnement auprès de la SCI BAICO, on a décliné une méthode en 2 étapes clés qui vont vous être présentées aujourd'hui. La première étape très importante, c'est la définition du projet de vie qui est poursuivi derrière ce projet immobilier. C'est qu'est-ce qu'on veut décliner comme projet de vie et la définition du montage du projet qui soit adapté à ce projet de vie. Et le deuxième grand sujet, ce sera la sécurisation du bilan financier autour d'un travail itératif entre montage, programmation, projet archi, etc. Donc, première étape importante, on a dit clarification du projet de vie pour définir un montage adapté. Donc, on l'a vu en fonction du statut des futurs occupants du lieu de vie, on n'est pas dans le même cas de figure en termes de montage. Si on a des habitants futurs occupants qui vont être plutôt locataires, on sera de fait pas dans un montage d'habitat participatif classique régi par la loi. Voilà. Donc, en plus, par ailleurs, ici, dans le cas du projet de la SCI BAICO, on avait des porteurs de projets qui souhaitaient rester les uniques propriétaires de l'ensemble immobilier. Donc, vraiment, on s'excluait du cas de l'habitat participatif. Donc, il fallait trouver un autre mode de montage. Le projet de la SCI BAICO, en plus, il ne se limitait pas à une vocation résidentielle. Il prévoyait de nombreux espaces communs, ouverts au public, avec une vocation rayonnante, notamment un restaurant et un coworking. Donc, il fallait aussi trouver des modes de gestion à terme qui soient viables. Les porteurs de projets ne résident pas sur site. La SCI BAICO n'était pas résident. Voilà, ils se portaient uniquement propriétaires bailleurs de l'ensemble des locaux d'habitation et ils voulaient pouvoir avoir une gestion locale et participative par les résidents de l'ensemble immobilier et de tous ces espaces communs à la fois résidentiels et à vocation plus rayonnante. Donc, ils souhaitaient générer cette dimension participative, fédérer les habitants, mais aussi associer la collectivité parce que, vous le verrez, le site est situé dans le périmètre de l'opération de revitalisation du territoire de Navarinx. C'était un relais de la vie locale un peu à l'extérieur du centre-ville, mais qui devait contribuer à l'animation, à la revitalisation du cœur de ville. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui constituaient le projet de vie et qui nous ont amenés à proposer un montage organisé autour de 2 structures juridiques distinctes. D'une part, la SCI BAICO qui restait propriétaire bailleur de l'ensemble des espaces à vocation résidentielle privée, des 17 logements qui étaient construits, et une seconde structure juridique qui devait porter l'ensemble des ambitions participatives et coopératives autour du projet de vie imaginé par les porteurs de projets, être garante de la gestion, de l'animation et de la mise en location des ensembles, du reste des espaces partagés, les espaces de coworking, le restaurant, etc. Et on a proposé que cette seconde structure, elle prenne la forme d'une SIC. Donc, on va le voir dans la slide suivante. Pourquoi la SIC ? D'abord parce qu'elle permettait de fédérer les habitants locataires, de les associer entre eux en tant qu'un nouveau collège de vote au sein d'une structure juridique qui est horizontale et très coopérative. Donc, elle représentait de nombreux intérêts pour ces parties prenantes que sont les habitants notamment. Responsabilité limitée aux apports au sein de la SIC, donc aux cotisations que les habitants allaient amener dans la SIC. Elle offrait aussi une forme de transparence et d'horizontalité qui était vraiment importante pour mener à bien ce projet de vie coopératif, participatif. Ça permettra aux habitants de donner du sens à leur épargne en plaçant une petite cotisation au bénéfice de leur propre cadre de vie et de se redonner un peu du pouvoir dans la gestion de leur cadre de vie. C'est aussi l'impartageabilité des recettes de la SIC qui permettait de garder
un, un intérêt collectif et de conserver cette pérennité du projet de vie commun dans le temps. Et voilà, encore une fois, c'est un modèle assez flexible où chacun peut entrer et sortir via apport ou remboursement de l'apport par la structure coopérative. La SIC, c'était aussi un moyen pour le projet d'associer la collectivité. Les collectivités territoriales, elles sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à ce type de montage. On a plus d'un tiers des SIC en France qui comptent des collectivités parmi leurs actionnaires en 2022. Elles trouvent plusieurs intérêts pour ça, pour développer des projets privés mais qui aient un intérêt public. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà, la collectivité, c'était, en tout cas dans le cas de Navarinx, c'était pour elle l'occasion d'avoir un projet porté par un privé avec une certaine solidité économique et efficacité économique, mais tout en ayant un objectif social. C'est vraiment un tiers de confiance qui vient mener un projet à bien avec une certaine efficacité économique. Ça portait un intérêt collectif, c'est un projet qui est ancré localement, c'est dans l'ADN d'une SIC, dans ce qu'elle peut proposer comme type de service. Et enfin, ça permettait une garantie de pérennité, la diversité des parties prenantes au sein de la SIC, donc à la fois les porteurs de projets, les habitants, la collectivité, ça permet d'avoir vraiment différents profils d'associés et donc un peu plus de pérennité dans la gouvernance et dans le financement de ce type de structure, qui est une structure plus résiliente. Donc voilà pour le montage. Et ce que nous a permis de faire ce montage, c'est une fois qu'on avait pu poser les bases du rôle de chacun et des flux financiers du coup qui découlent de cette organisation entre les différentes parties prenantes, on a pu dresser un bilan financier complet et analyser ce bilan financier, l'optimiser par un jeu d'itération entre la programmation, le projet architectural, le phasage des travaux et le financement du projet. On peut passer à la slide suivante. C'était uniquement une fois qu'on avait posé ce montage qu'on pouvait vraiment décliner tout ça. Donc première étape, premier levier d'action qu'on a mobilisé pour optimiser le projet d'investissement, c'était l'optimisation des coûts d'investissement dans la réhabilitation. Il y a vraiment eu un travail très fin avec la maîtrise d'œuvre, donc les architectes du projet, autour d'une recherche de sobriété dans les coûts d'aménagement et de réhabilitation. D'abord en programmant des usages au sein des bâtiments qui soient vraiment adaptés au regard des capacités bâtimentaires, de la portance, des volumes, de l'état d'isolation, pour éviter d'avoir à investir de façon trop conséquente par rapport aux usages projetés. Et en particulier, on a essayé de rechercher une transformation minimale des bâtiments et la réutilisation maximale de l'existant et des matériaux in situ. Le deuxième levier, c'était de jouer sur la programmation et optimiser les rendements de plan. Donc on l'a vu grâce à la 4e question, ça dépend un peu du modèle économique du projet, mais il faut toujours maximiser le plus possible le ratio SDP valorisé sur SDP total dans un projet notamment d'investissement locatif mixte où on a du logement conventionné. En fait, il est très difficile de faire financer via les loyers, les charges qui sont plafonnées ou via les subventions, l'ensemble des espaces partagés qui sont en fait la SDP qui sera pas valorisée à terme et qui coûte en coût de travaux. Donc on peut bien sûr avoir toujours en tête le projet de vie, d'avoir un bon nombre d'espaces partagés pour mener à bien ce projet de vie, mais il faut essayer de contenir la part d'espace non valorisé par rapport à l'espace valorisé. Donc à 30% à peu près d'espace partagé, on arrive à un équilibre satisfaisant qui permet d'être un peu au bon niveau de compromis entre équilibre financier et intention de projet. Enfin, articuler le phasage des investissements. Donc phaser, temporiser les investissements, ça nous a permis de lisser la courbe de trésorerie et de limiter le besoin en emprunt dans les premières années d'exploitation notamment, qui sont les plus dures à équilibrer. Dans le cas du projet de Navarinx, ça a consisté à limiter les investissements sur les espaces communs ouverts à tous. Vous le verrez, il y a un tiers-lieu des possibles. C'est un bâtiment qu'on laisse un peu en programmation ouverte et dans lequel on prévoit des investissements à plus long terme, une fois que le projet de vie est un peu installé et qu'on a réussi à générer un bilan d'exploitation équilibré au bout de quelques années.
Il y a aussi le levier de la multiplication des sources de financement et notamment le premier levier qui est le levier du subventionnement qui constitue vraiment le levier le plus fort pour optimiser le plan de financement et favoriser une meilleure rentabilité de l'investissement puisque c'est en fait un capital investi qui n'a pas de coût derrière. Il y a de nombreuses subventions qui peuvent être obtenues par le biais d'appels à projets, notamment valorisant l'approche innovante des projets de réhabilitation, donc via le fonds Friche par exemple, ou via la programmation locative sociale avec des conventionnements logements locatifs ou via des conventionnements ANA. Et enfin, le dernier levier, c'était celui de l'optimisation de la fiscalité du projet. En fait, en fonction de la nature des travaux de construction ou de réhabilitation, il est possible d'avoir des régimes dérogatoires, des abattements ou des exonérations sur des taxes qui peuvent être très dimensionnantes, à la fois en investissement ou au cours de la vie du projet en exploitation. Donc, la TVA sur les travaux, la taxe foncière sur les propriétés bâties ou encore la taxe d'aménagement. Donc, dans le cas de la minoterie de Navarinx, on avait cet enjeu parce que la réhabilitation, elle portait sur un bien immobilier qui n'était pas du logement initialement, mais un ancien moulin. Le projet contribuait à rendre le bâtiment à l'état neuf au sens fiscal. Donc, ça permettait pas, par exemple, de prétendre à des abattements de TVA sur la réhabilitation ou l'amélioration énergétique. Donc, nous, par exemple, on a préconisé à la SCI de passer par un double conventionnement ANA-PLS pour donc prêt locatif social, pour que les travaux de construction soient éligibles à de la TVA réduite et aussi à un abattement de taxes foncières pendant les premières années, ce qui a permis d'avoir en fait des premières années d'exploitation qui soient plus rapidement équilibrées. Donc l'ensemble de ces leviers d'optimisation, il a permis d'avoir un équilibre d'exploitation au bout de 5 ans pour la SCI Baïko et une durée d'amortissement autour d'une quinzaine d'années. Donc ça correspondait aux objectifs d'investissement des porteurs de projets. C'est toujours une question de compromis par rapport voilà, au niveau de risque qui peut être pris par les porteurs de projets et puis à leurs objectifs de rentabilité. Mais voilà, donc l'ensemble de ces itérations a permis d'aboutir à un projet viable et a permis d'ajuster quelques éléments de programme et de projet architectural dont vous parlera Pierre, je pense. Tout à fait. Super, merci Maud. Donc je vais faire des zooms sur quelques points que Maud nous a partagés. En effet, la difficulté a été de trouver un équilibrage entre le programme, le bilan économique, le phasage dans le temps, par rapport aux subventions, la gouvernance aussi de ce lieu, qui a de fortes ambitions pour que tous les locataires puissent être dans le projet. Donc en effet, tout a commencé l'histoire sur ce site exceptionnel où on a attrapé une friche industrielle. Donc Maud disait que c'est un moulin. Donc là, on voit un bâtiment minoterie, donc on transformait la farine. À droite, un silo, les bureaux avec l'écurie. Donc tout ça est vraiment un peu challenge de transformation pour y mettre de l'habitat et un tiers-lieu. C'était vraiment. On peut voir aussi la proximité du centre-bourg. On est à 400 mètres, comme le disait Maud. Donc tout ça font partie des petits challenges autour de ce projet de la minoterie. Ce que je peux dire qui est assez important, c'est aujourd'hui, donc on a eu cette vision de trouver cet équilibre avec cette vision d'habitat participatif en tant qu'investisseur. Et pourquoi on n'a pas fait un autre investissement qui était plus proche, par exemple aujourd'hui sur la côte basque, sur des choses qui étaient beaucoup plus rentables. C'est parce que voilà, on a une vision d'innovation territoriale, d'innovation humaine, remettre l'humain au cœur de son habitat. On le vit nous-mêmes dans notre propre histoire et donc c'est pour ça qu'on connaît aussi bien la coopérative d'habitants dans une autre structure plus privée et que là on a voulu le porter en tant que porteur privé et l'intégrer pour proposer aussi une offre qui est beaucoup sollicitée en fait. On a beaucoup de demandes en fait sur de la location d'habitat participatif. Donc là, oui, on a une magnifique vue de où on se situe. Donc le gave d'Oloron qui amène son côté bucolique et l'intégration de cette minoterie qui était
voilà, active, hein, il y a à peine 70 ans, et qui donc dans l'intégration en fait de revalorisation du patrimoine, voilà, va ramener aussi un plus bel aspect à sa commune, à son territoire. Et ça a été aussi notre coup de cœur quand on est tombé sur ce lieu pour voilà, en faire la vision que je vous ai donnée précédemment. Donc on voit vraiment les trois corps de bâtiment. On a pu voir cette intégration qui est assez intéressante, qui fait place du village. On a tout de suite vu la vie qui pouvait arriver au centre-cœur de cette place. Et donc on imagine bien sur la gauche le bâtiment tiers-lieu avec la minoterie, donc où on va parler de tout ce montage avec cette SIC. Et en face, vous avez le bâtiment silo, donc un bâtiment borgne au jour d'aujourd'hui qu'on va ouvrir et on va trouver l'équilibre aussi avec sa petite voisine de droite qui sont les anciennes écuries où voilà on transportait la farine. Et voilà, donc cette partie intégrera 17 logements mixtes comme on a pu le voir allant du T2 T4 avec ces espaces partagés dont on va parler tout à l'heure. On est au cœur de la minoterie. On peut voir toutes les anciennes machines qui donnaient vie à cette farine. Aujourd'hui, dans cet étage-là, on visualise un espace de coworking, donc un espace partagé, et on verra comment ça s'intègre tout ça dans le tiers-lieu avec ce fameux phasage dans le temps, qui a permis aussi de trouver l'équilibre économique. Chose importante aussi pour nous en tant que porteurs de projet, ça a été de dissocier la rentabilité du logement et du tiers-lieu pour favoriser le développement humain dans le temps. C'est-à-dire que grâce à Villeneuve et au travail de Maude, le fait de stabiliser, de sécuriser le bilan financier autour du logement avec voilà sa mixité sociale et normale nous a permis en effet d'avoir cette visualisation et se dire ok, on va pouvoir phaser dans le temps, on va pouvoir aussi faire cette place des possibles qui va nous amener dans cette vision de l'humain qui est au cœur du projet. Donc on peut voir le silo aujourd'hui, l'intérieur du silo avec voilà des arches. On a quand même un patrimoine historique qui était assez intéressant. Les anciens faisaient les choses assez qualitatifs. En parlant d'espace partagé, bien là on est au dernier étage du silo. Ça sera une magnifique terrasse de 300 mètres carrés qui sera participative. Et là on voit en effet le challenge, puisqu'on le remettait tout à l'heure dans la réalité, de comment revaloriser, comment financer les espaces partagés. Mais là, on a un exemple très concret par rapport au fameux pourcentage des 30%, et on a réussi à le rentrer pour qu'en effet, ces fameuses surfaces de plancher puissent arriver à trouver son équilibre financier tout en offrant une très très bonne qualité de vie aux futurs locataires. Donc voilà, alors là, on a la grande slide qui illustre bien un peu l'aventure de cette dernière année. Entre la faisabilité architecturale, l'esquisse qu'on voit qui était en parallèle, tous les fonds et les aides qui sont arrivés sur le projet, que ce soit national, européen, de la région, tout ça, on voit ça sur fin 2022. Où on était toujours en train de chercher l'équation. Donc on a mis en avant ce travail avec Villeneuve pour vraiment optimiser avec nos experts comptables toute cette forme-là. On voit que l'esquisse a été retravaillée. En parallèle, il y a eu des rencontres pour vraiment être à l'écoute aussi de tous ces occupants, que ce soit donc les associations au niveau du tiers-lieu ou même de futurs habitants dans le silo et la minoterie. Et tout ça a permis des allers-retours qui ont continué à se faire avec Villeneuve, qui ont re-questionné la faisabilité architecturale, qui a revu le programme en diminuant, augmentant les surfaces planchées, revoyant tout ça, c'était un équilibre qui nous a pris une belle année
Et on peut voir que le permis de construire dans sa phase première s'est mis. On a eu en effet, on a bénéficié de la communauté de communes et d'une étude tiers-lieu via relais d'entreprise et des ateliers de réflexion d'intelligence collective pour trouver la place du tiers-lieu et notamment l'aspect coworking au sein de cette dynamique-là, puisque aussi la communauté de communes souhaitait développer un tiers-lieu, enfin un espace de coworking dans un tiers-lieu sur la commune de Navarinx. Donc on a pu aussi se mettre dans cette lignée-là. Est arrivé le dépôt du PC, son obtention, la phase pro, et on est sur la présentation d'aujourd'hui avec de futurs affinements, notamment avec la Fondation du patrimoine, comme on a pu voir l'intérieur, les façades qui sont quand même de 1892 pour la minoterie et 1915 pour le silo, qui sont quand même magnifiques. Et puis voilà, un partenariat certainement avec la CAF qui va arriver et de futures rencontres de voisinage, puisqu'on continue à communiquer de ce côté-là. Ouais, peut-être tu peux, je sais pas, ce qui me reste encore. Voilà, bon là on peut voir le plan de masse dans son ensemble, ce qui sera très intéressant, donc de voir que ça s'étend au-delà, en effet, par exemple pour la SIC, du juste la partie tiers-lieu et on voit tous les espaces aussi au niveau de la terre qui vont être en lien. On peut, je peux aussi faire un zoom sur un questionnement. Là, ouais, on voit le bâtiment silo ouvert qui voilà, une fois qui va apporter de la ville et donc bien traversant sud-nord. Il y avait quelque chose aussi qui nous a questionné justement via les normes ERP, les normes incendie entre silo et minoterie, donc qui sera le tiers-lieu et qui va appeler à recevoir du public. Au début, par exemple, la partie restauration était en bas du silo. Grâce à Ville en Œuvre, on s'est rendu compte que voilà, c'était pas complètement adéquat par rapport au coût de remettre aux normes par rapport à l'incendie, tout ça. Cette phase-là, ce qui a re-questionné voilà la programmation et c'était voilà pour faire un petit focus sur des choses qui peuvent se passer en interne qu'on ne voit pas et qui optimisent. Et ça, c'est vraiment été tout le travail avec Villeneuve et Mode sur. Donc, on est vraiment très très content de ce partenariat et c'est vraiment très 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 qualitatif et nous a permis vraiment en sécurisant de retrouver aussi confiance nous dans notre vision qui a pu vraiment s'incarner là dans la matière, dans les plans et on en est vraiment très content. Merci. Merci pour ces éclairages. Merci à tous les deux. Moi, j'avais une question qui était par rapport à l'optimisation et au rendement entre le début de votre projet et le travail que vous avez réalisé dans le cadre de l'incubateur avec l'appui de Villeneuve pour arriver donc à cet équilibre-là de 30% d'espace partagé. Initialement, vous aviez envisagé beaucoup plus d'espace, des destinations différentes pour les espaces communs, ou c'était juste des surfaces plus généreuses. Et aujourd'hui, comment vous ressentez en fait le fait d'avoir retravaillé, vous dites que ça a été un travail très itératif entre Villeneuve, l'agence d'architecture, donc le collectif encore, et vous. Donc un équilibre d'opération, mais aussi un programme qui répond à vos attentes en termes d'ambition initiale. Quels ont été un peu est-ce qu'il y a eu à un moment des points durs, des choix difficiles à faire ou pas? Je commence et tu finis, Mode. Ouais. Il y a eu quelque chose intéressant déjà d'où on est parti. Au début, on a une très très forte ambition sur ce côté logement social participatif où on souhaitait partir. Bon, après dans une vision un peu néophyte, mais d'arriver à avoir 100% de logement social. Et ça a vraiment été la difficulté pour nous, ou comme on en a parlé tout à l'heure sur par exemple tous les espaces partagés, n'arrivent pas à se retrouver dans les conventionnements et dans les aides pour arriver à trouver l'équilibre financier autour de ça. Donc on a dû revoir toute la programmation aussi dans cette mixité.
Donc ça a été un très gros point. Si tu veux clarifier moi plus précisément là-dessus. Oui, au départ, il y avait 50% d'espaces partagés, si je me trompe pas à peu près. Donc, on a réduit d'à peu près 20%, mais il y avait des points, des invariants. Enfin, il y avait quand même un projet de vie à respecter. Donc, comme le disait Pierre, il y avait la terrasse qui était vraiment un impondérable. On voulait ce dernier étage privatif, enfin dédié aux habitants, mais partagé, enfin où chacun pouvait investir les lieux de façon voilà, participative et concertée. Donc, on avait un peu des invariants, des points auxquels on voulait pas, sur lesquels on voulait pas rogner. Après, tout le projet de vie a quand même été respecté dans son essence. On avait aussi énormément, on l'a vu sur les plans, d'espaces partagés ouverts, donc des jardins partagés, un verger où chacun pouvait un peu investir l'espace ouvert, et la minoterie qui devait devenir et qui devient via la formation en cycle, enfin, la structuration en cycle, qui devient un espace sur lequel les habitants ont complètement la main mise aussi via leur collège de vote. Là, et donc qui sera un peu la pièce en plus ou le bâtiment en plus pour l'ensemble des résidents, dans lequel ils pourront voilà, avoir aménager les lieux, avoir des espaces capables dans lesquels ils pourront développer tout un tas de projets. Donc voilà, on s'est dit que finalement, sur la partie résidentielle pure, on pouvait un petit peu rogner sur les espaces partagés. Donc ça a consisté à rogner un peu sur... il y avait notamment la programmation de chambres d'amis partagées. Donc là, on est un peu revenu sur cette ambition. On a un peu densifié le nombre de logements et on est revenu à un pourcentage logements libres, logements sociaux d'environ 30%. Donc on a aussi un peu plus de logements libres, locatifs libres. Mais l'idée, c'était d'arriver à un compromis entre tous les impératifs. Donc, en fait, ça a consisté, oui, quand même sur la programmation des produits résidentiels, à faire un peu une reventilation et puis à rogner un peu sur ces espaces partagés. Mais tout en conservant la terrasse et voilà, et des espaces vraiment... des beaux espaces sur lesquels on pouvait imaginer beaucoup de projets communs aux habitants. Merci. J'ai deux questions que je les lance toutes les deux d'un coup. La première, c'est sur la partie réhabilitation patrimoniale. Quels ont été un peu l'enjeu aussi d'intervenir sur de l'existant, et y compris dans l'équilibre de l'opération. Est-ce que le fait d'être sur de la réhabilitation, est-ce que le phasage est aussi une des réponses pour pouvoir être dans un projet ambitieux de réhabilitation du patrimoine? Et la deuxième question, c'est sur la partie participation. Vous avez bien dit que finalement la participation, elle arrivait au moment de l'exploitation, mais il y a eu aussi pas mal de réunions en amont. Est-ce que il y a des locataires pressentis qui ont un travail sur les besoins et les usages des futurs locataires? Et donc du coup, je vois aussi une question dans le chat, donc j'y vais en même temps, comme ça. Plusieurs même. Donc, quelle est la différence, en tout cas sur cette zone, entre le locatif libre et le locatif social? Et, donc, ça serait quoi la différence de prix en location et pourquoi la difficulté à financer le locatif social? Je pense que c'est plutôt sur la partie espace partagé. Et une autre question, comment cette opération a pu bénéficier des aides de l'ANA tout en étant en SCI? Ok. Alors, peut-être dans les questions du chat, dans l'ordre. Ça fait beaucoup de questions. Sur cette opération, alors les aides de l'ANA peuvent être, les bénéficiaires de l'ANA peuvent être des SCI, des porteurs d'opérations privées organisées en société civile immobilière. Là-dessus, enfin voilà, en réponse un peu simple.
Et par contre, c'est vrai que sur le sujet de la réhabilitation et du financement de la réhabilitation, c'était assez... finalement, on s'est confronté à beaucoup de règles liées au conventionnement ANA, notamment le fait que l'ANA ne subventionne que la réhabilitation d'un certain nombre de mètres carrés SDP des parties privatives des logements, donc qui est limité à 80 mètres carrés. D'ailleurs, c'est vraiment plafonné. Donc finalement, quand on proposait des plus petits logements, mais avec plus d'espace partagé à côté, on n'arrivait pas à trouver un financement adapté. Enfin, ça n'existe pas. Donc voilà, on s'est confronté un peu au carcan des conventionnements ANA sur le sujet de la réhab. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, Lola, la première question. Et les coûts des espaces partagés sont-ils donc portés par les logements non sociaux? C'est vrai que l'idée, c'était d'arriver à un équilibre global entre les subventions générées par l'ANA, les loyers un peu supérieurs des logements non sociaux et l'ensemble aussi des autres aides, fonds friches notamment. Donc en fait, ça a été une grande marmite dans laquelle on a tout cumulé pour essayer de trouver un équilibre. Mais bien sûr, c'est donc pas porté par les loyers des logements sociaux ni leurs charges qui sont plafonnées dans le cadre des conventions ANA. Donc c'était aussi l'enjeu d'avoir un petit peu plus de libre pour permettre ce projet de vie quand même mixte avec un certain pourcentage de logements sociaux. On retrouve le sujet du financement des espaces partagés dans le cadre aussi d'organismes de logements sociaux. On est sur ces mêmes problématiques que sur le conventionnement ANA, avec des surfaces utiles plafonnées qui permettent pas de pouvoir faire d'ajouts de surface ou de surloyer pour ces espaces partagés. Oui, tout à fait. Pierre, Oui, Pierre, je sais pas si tu voulais compléter. Non, c'est très juste. Juste au début, il y avait quelque chose aussi qui n'aurait pas pu se faire sans la vision du collectif Encore et de notre architecte Nachef Peir, notamment sur cette possibilité de cette friche dans ressortir du logement. Et ça, c'est quelque chose qui on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu cette vision et cet accompagnement. Donc c'est aussi une équation. C'est des bons porteurs de projets, mais il y a un sacré collectif architectural et un cabinet de bureaux d'études pour stabiliser le financier derrière aussi. Et c'est finalement le côté participatif, on le trouve déjà en amont. C'est une finalisation juste de vision qui va atterrir. Merci beaucoup pour ces compléments d'information. Alors, il est 14h14 et c'est mon rôle que de clôturer cet échange. Effectivement, le programme engagé pour la qualité du logement de demain, quand tous ces beaux projets ont candidaté, c'était toujours un groupement avec une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Donc, cet attelage déjà très lié, très en amont pour pouvoir travailler sur un projet ambitieux. Et c'est ce qu'on voit dans ce projet de la minoterie, et les travaux de l'incubateur effectivement peuvent permettre, et on espère que tout ce travail va pouvoir aussi faire démonstrateur pour d'autres projets. Et voilà, donc on continuera à diffuser les résultats des travaux et l'avancée des projets bien sûr lauréats. Nous terminons aujourd'hui ce premier cycle de rendez-vous. Il y en aura d'autres à la rentrée et nous vous tiendrons bien sûr informés. D'ici là, vous pouvez revoir les précédents webinaires et celui-ci d'ici demain ou après-demain sur la chaîne YouTube du programme. Vous avez toutes les notes en cube qui sont aussi sur l'espace ressources du site engagé pour la qualité du logement de demain. Je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Nous y répondrons ou nous les ajouterons bien sûr dans les indications du replay. Et merci beaucoup à nos intervenants pour cette présentation très claire, et je vous souhaite un très bel été à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.